Bonjour, ici Naomi et Catherine. Bienvenue dans la saison 1 de notre podcast Famille en Affaires HEC Montréal, un podcast par et pour les entreprises familiales. Chaque semaine, avec nos invités, plongez dans le monde des entreprises familiales à travers des témoignages captivants pour découvrir leur histoire, leurs défis, ainsi que les moyens qu'ils ont utilisés pour assurer le succès de leur entreprise. Pour d'autres ressources adaptées à votre réalité de famille en affaires, visitez notre site web familleenaffaires.hec.ca. Bonne écoute! Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Famille en Affaires, un podcast dédié aux entreprises familiales propulsé par Famille en Affaires HEC Montréal. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment Simplex, une entreprise familiale, a su traverser les époques. Célestine Véronneau, ainsi que son frère Euclide Véronneau, portent sur leurs épaules l'histoire riche de 116 ans de Simplex, une histoire étroitement liée à leurs racines familiales depuis sa fondation en 1907. À l'origine, l'entreprise se spécialise en outils et en entretien de planchers. Elle met aujourd'hui à disposition des particuliers et des entreprises un coffre de plus de 55 000 outils différents offerts en location. Simplex, depuis ses débuts, demeure une fierté des racines québécoises et incarne la passion de l'entrepreneuriat transmise de génération en génération, avec pour mission première la satisfaction de la clientèle. Bonjour Célestine, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, puis commençons tout de suite. Donc, peux-tu un petit peu nous présenter l'histoire de ton entreprise familiale? C'est bien la 5e génération, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, Simplex existe depuis 1907. Moi et mon frère sommes la 5e génération de Véronneau à la tête de l'entreprise. Donc, ça a commencé par l'invention d'une sableuse à plancher. Donc, à l'époque, là, les gens sablaient les planchers à la main. Et puis, donc, Louis-Henri, là, le premier, a inventé une sableuse à plancher. Et ça a commencé comme ça. C'était plus le service là, de sablage de plancher avec sa machine. Et puis, à travers les générations là, et les différentes parties de l'histoire, si on veut, l'entreprise a été amenée à évoluer. Donc, ça a ensuite changé. D'une génération à l'autre, finalement, il y a eu, justement, je crois qu'après, ils ont commencé à louer cette sableuse-là, ensuite rajouter d'autres outils. Et puis, ça restait par contre plutôt un emplacement. Donc, jusqu'à mon grand-père, dans le fond, avec ses frères, eux, ça restait un seul emplacement. Et puis, quand mon père et mon oncle ont repris, eux, ils ont plutôt allé sur l'expansion. Donc, dans les années 90, 80-90, là, mon père a repris. Et puis, lui a ouvert un réseau, si on veut, là, puis ajouté aussi l'équipement, donc des plus gros... on est passé de plus outils, plus le particulier, à des équipements d'élévation et tout ça, là, qui allaient plus vers les entreprises aussi. Et puis là, mon frère et moi avons repris là, depuis 2017 là, cette entreprise-là. Donc, on voit qu'il y a eu de nombreux transferts. À un moment, ça a été des frères qui ont travaillé ensemble. Maintenant, vous êtes aussi frères et sœurs. Mm-hmm. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a eu peut-être un fil conducteur à travers de toutes ces années par rapport aux valeurs familiales qui ont été transmises dans l'entreprise? Je crois que le service client, de mettre le client au centre, dans le fond, là, de la pensée, si on veut, là, ou des valeurs, là, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis le début dans le fond, de rendre service, de simplifier la vie aussi du client. Là. Ça a commencé par... on te simplifie la vie avec un service de machine qui t'évite d'avoir à sabler à 4 pattes jusqu'à aujourd'hui où on dit, on aide les entrepreneurs là, justement à pas avoir un stock, disons, de machines et tout ça, à ne plus savoir quoi en faire. Le bon service client aussi, de ne pas entourlouper les clients ou des choses comme ça. Là, ça a toujours été une valeur là, qu'on prône. Là.
Je serais curieuse de savoir parce qu'on n'en a pas tant que ça, là, des entreprises de 5 générations encore au Québec. Là. Vous êtes parmi les peu nombreuses qu'on a. Parce que souvent, on parle du mythe fondateur là, dans les entreprises familiales puis l'importance de maintenir l'histoire à travers l'entreprise pour que ça devienne vraiment quasiment des éléments, des points de tradition qui affectent la culture de l'entreprise. Est-ce que pour vous, l'histoire de l'entreprise avec le fondateur, Louis-Henri, puis après ça, la suite de la deuxième, troisième, puis jusqu'à vous, est-ce que l'histoire occupe une place importante dans la culture de l'entreprise ou pas vraiment? Je crois que oui. Là. Je crois que ça fait partie de qui on est. C'est rester dans la famille aussi. Fait qu'il y a quelque chose que je crois que n'importe qui rentre le comprend quand même rapidement. Puis c'est sûr que ça influence aussi beaucoup nos décisions, nos gestes, comme à la direction et tout ça. Donc, c'est sûr que tu as une entreprise qui a duré 5 ans, qui a fait vivre 5 générations de famille. Tu as envie de la continuer aussi. Fait que ne serait-ce que juste ça aussi qui influence notre vision peut-être de pérennité et tout ça aussi. De dire, ben, gars, si nous, on a eu la chance de l'avoir, est-ce que les prochaines générations peuvent avoir cette même chance-là, si on veut? Là? Donc... Oui, ça répond ça à la question. Oui, ça fait partie de la culture. Puis est-ce que, je suis curieuse de voir, parce que là, vous ouvrez plusieurs succursales, vous avez développé un réseau. Est-ce que les employés de ces succursales-là qui ne sont pas au siège social, est-ce qu'ils ont cet attachement-là? Est-ce que l'histoire de l'entreprise leur est communiquée d'une quelconque façon? Que ça fasse partie vraiment un peu de l'ADN de l'entreprise, peu importe là, où on est chez Simplex. Ben oui. Après, c'est sûr, c'est difficile pour moi de dire à quel point ils le vivent tous les jours là, si je suis pas avec eux. Mais là, justement, là, dans quelques semaines, on sort le livre de la culture. Fait que c'est pour ramener ça aussi. Là, toutes les entreprises l'ont, mais nous, c'est sûr que on ramène le côté historique. C'est important, c'est sûr, de l'avoir, mais oui, je crois que tous les employés là, le savent rapidement. Puis là, c'est aussi de dire, OK, ben on fait partie de la famille et tout ça. Fait que je sais pas si c'est comme ça dans d'autres entreprises, mais nous, il y a vraiment ce côté-là que les employés vont dire, OK, ouais, on fait partie de la famille, la grande famille Simplex. Et je me demandais un petit peu ton parcours à toi dans l'entreprise familiale, parce que ce que j'ai cru comprendre, tu n'avais peut-être pas vocation à rejoindre dans le premier abord l'entreprise familiale? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond... moi, c'est ça, mis à part quelques petits trempettes dans l'entreprise, si on veut, ici et là. Quand je suis revenue là, en 2017, c'était vraiment, mon frère venait de reprendre, mon père avait quitté. Et puis, moi, j'avais pas l'intérêt nécessairement de reprendre mais j'aimais beaucoup les ressources humaines. C'est ça qui m'intéressait. Fait que je suis rentrée là comme conseillère en ressources humaines. Puis parallèlement, vu que justement, j'étais dans la famille et tout ça, j'ai pu assister au comité de direction où j'ai appris énormément aussi. Puis je crois que ça a développé pour moi là, cet intérêt-là de plus de la gestion comme tel. Donc, mon rôle a été amené à évoluer, si on veut, à prendre un peu plus de responsabilité, justement, là, de conseillère RH. Là, j'ai pris un peu plus on dirait que je vais fonctionner souvent comme par projet. Fait que, prendre en main, OK, ben on dirait que je me disais, bon, il manque peut-être un peu de vie sociale chez Simplex. Fait que, OK, go, on prend ça, puis on le change, on l'amène à évoluer. Puis après, là, jusqu'à récemment, là... au niveau du développement durable, c'est moi qui ai comme pris en main de dire, OK, ben ce serait le fun que l'entreprise assume un peu plus officiellement, disons, ses valeurs développement durable. Puis, fait que c'est ça, là, je vais y aller un peu par projet et tout ça. Souvent, qu'est-ce qui a guidé, admettons, ces projets-là, c'est des choses que j'ai vues qui me manquaient, admettons, que je me disais, même au début, qui freinaient mon intérêt à rentrer dans l'entreprise. Je me disais, OK... Simplex, bon, c'est-tu un peu... j'étais plus jeune, je me disais, c'est plus des gens plus vieux, peut-être ça m'intéresse moins, il y a moins un côté social, je voyais des petites start-up où je me disais, c'est plus le fun, là, puis tout ça. Puis après, je me suis dit, OK, mais pourquoi tu l'amènes pas là, t'as le pouvoir de l'amener. Puis même chose aussi pour le développement durable, on dirait que j'aurais aimé travailler... je sais pas, là... Pour un B Corp. B Corp, c'est ça. Puis après... je me dis, OK, ben,
t'as le pouvoir de l'amener, justement. Tu sais, prends pas... T'as du tout cuit dans le bec, puis t'as aussi de quoi où tu dis, ben, tu peux amener les choses à changer, puis l'amener là où toi, ta vision est. Puis on dirait que c'est ça qui a mené beaucoup les projets que j'ai l'idée, si on veut. Fait que t'as vraiment vu l'entreprise familiale un peu comme un terrain de jeu dans lequel, tu sais, oui, t'avais un carré de sable déterminé, là, qui était un peu la mission de l'entreprise, puis c'est quoi un peu le corps de métier de l'entreprise, mais après ça, tu vois très bien que tu peux y amener ta touche puis développer des projets, justement, qui sont un peu plus alignés avec toi, ta vision de ce que pourrait devenir Simplex. Exactement. Puis, on m'a laissé ce carré de sable-là. Fait que pour ça, c'était super. Là. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les entreprises, mais en tout cas, quand tu as cette opportunité-là, moi, je trouvais ça vraiment, vraiment génial. Là. Et pour revenir un petit peu sur ta formation, du coup, qu'as-tu étudié pour justement développer ces valeurs-là que tu voulais amener dans l'entreprise? Quel a été ton parcours plutôt scolaire, si on peut dire? Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai un bac en sociologie et sciences politiques, donc une majeure mineure. Et puis, ouais, là, je sais pas si ça a guidé mes valeurs, mais oui, certainement le côté peut-être plus humain, social. Tu sais, bon, la politique, c'est un peu dans tout, là. Mais aussi de voir, c'est ça, là, c'est de la politique. La politique, c'est voir aussi les enjeux mondiaux et tout ça. Donc, il y a ça. Puis j'avais aussi là, fait un peu d'administration là, au cégep et même j'ai fait un an à HEC Montréal. Oh! Oui. Et aussi, donc, tu as repris l'entreprise du coup avec ton frère. Comment ça a cheminé aussi pour lui? Est-ce que ça a été toujours une évidence qu'il voulait reprendre l'entreprise? Non, pas du tout. Personne chez nous avait... Parce qu'on est 4, là. J'ai 2 autres sœurs aussi entre moi et mon frère. Et puis, il y avait personne qui démontrait un intérêt là, plus qu'il faut là, avant... justement là, je sais plus quoi, là, 2014 ou quelque chose comme ça. Mon frère, lui, c'est ça, là, il explorait un peu les possibilités aussi. Il se voyait pas nécessairement dans le leadership de mon père, fait qu'on dirait qu'il se disait, bon, ben c'est peut-être pas pour moi la gestion ou Simplex et tout ça. Puis finalement, je sais pas, un changement dans sa vie, quoi que ce soit, qui a dit, ah, ben gars, peut-être que je peux y trouver ma place. Puis comme de fait, là, d'un projet à l'autre et tout ça, ça l'a mené à dire, OK, ben oui, gars, je vais le reprendre à ma façon et tout ça. Puis ouais, de reprendre la gouvernance. Et est-ce que vous étiez peut-être proches quand vous étiez plus jeune aussi pour justement apprendre à travailler ensemble? Est-ce que ça a été quelque chose qui a peut-être joué ou impacté? Pas nécessairement, dans le sens qu'on n'était pas proches en âge. On a 8 ans de différence, c'est mon frère aîné. Donc, 8 ans, c'est sûr que dans ta jeunesse, ça fait une grosse différence. Tu n'es pas dans les mêmes intérêts en même temps. Mais, ouais, on a quand même appris à se connaître. Là. Entre autres, on avait voyagé ensemble. Là. On était allés en Italie ensemble 1 mois et tout ça, là, juste avant que mon frère reprenne. Donc, on avait appris à se connaître de façon... Quand tu es en voyage, c'est quand même intense. C'est 24 heures sur 24. Donc, on avait appris à voyager ensemble, à s'organiser ensemble. Donc, peut-être qu'après, ça nous a... On s'était rendu compte aussi qu'on se connaissait peut-être pas tant que ça. Puis après, quand on s'est retrouvés, là, quand moi, je suis allée, je sais plus, 5-6 ans plus tard, ben, je crois que ça nous a servi quand même de dire, OK, maintenant, on se connaît, on sait comment agir ensemble et tout ça. Là, fait que peut-être que ça a aidé, effectivement, là, parce qu'on travaille super bien ensemble, on s'entend bien, on se complète bien. C'est sûr qu'en voyage, quand tu passes 24 heures de ton temps avec la même personne, tu comprends un peu comment elle réagit dans certaines situations. Puis souvent, tu es hors de ta zone de confort. Donc, tu vois vraiment toutes les facettes, surtout dans les moments où tu as des problèmes à gérer. Exactement, Là, exactement. Tu te découvres bien. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Donc, le voyage a été un peu comme révélateur, comme vous pouviez travailler ensemble. Oui, c'est ça. Ou peut-être révélateur de on n'est pas bon à voyager ensemble. Ouais. Non, j'exagère, là, mais bref, je crois pas qu'à la suite de ce voyage-là, on a dit, OK, let's go, on se part en affaires ensemble. Mais oui, ça nous a beaucoup rapprochés, je crois, d'une façon juste de... Oui, c'est ça, là, ça nous a rapprochés. Puis je crois que, assurément, ça nous sert encore aujourd'hui là, à travailler ensemble.
Et justement, pour bien travailler ensemble, est-ce que vous avez un peu défini les rôles de chacun? Comment vous êtes organisés, un petit peu structurés ensemble? Bien, ça s'est fait un peu de façon non officielle, je dirais. Là, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on avait le gros plan, ça va se faire comme ça, comme ça. Je crois qu'on est allé... Lui était arrivé avant moi, fait que déjà, lui avait pris la charge de la gestion de l'équipe, fait que lui a l'ensemble du comité de direction, si on veut, sous son leadership. Puis, moi, quand je suis arrivée, moi, j'aime plus fonctionner justement en termes projet. J'étais un peu comme, je sais pas si je vais rester ou quoi que ce soit. Fait que c'est apprendre des choses un peu plus qui ont un début puis une fin. Puis finalement, je m'y plais beaucoup puis je veux rester. Mais on dirait que ça fonctionnait. Lui, admettons, n'a pas senti, OK, il y a la petite sœur qui essaie de pousser puis de reprendre exactement les mêmes choses que lui fait. Mais en même temps, ça complétait bien. Puis... ouais, fait les rôles se sont comme divisés comme ça, un peu par soi-même en fonction de nos intérêts. Puis on a la chance de ne pas avoir nécessairement exactement les mêmes intérêts là, ou les mêmes forces, si on veut. Fait qu'il y a une certaine complémentarité quand même là, dans nos profils. Tu as évoqué rapidement ton père, donc c'est plutôt ton frère qui avait repris avec lui, c'est ça? Ou vous avez vraiment repris ensemble? Comment ça s'est passé en fait avec ton père, le transfert? C'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment mon frère qui a repris seul. Moi, j'avais pas démontré d'intérêt et même au contraire, j'avais dit non, moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est mon frère qui a repris. Donc, le transfert, c'est fait entre les deux, si on veut, là, vraiment officiellement. Mon père avait dit, OK, moi, je prends ma retraite telle date là, ou tel mois. Là. Puis, il s'en est tenu quand même à ça, là, dans le sens qu'il a dit, gars, un peu du jour au lendemain. Bien sûr, ça s'était préparé, là, mais du jour au lendemain, il a dit, OK, ben, gars, c'est toi qui... Je rentre plus au bureau, si on veut, là, ou du moins, pas moins. Puis, éventuellement, là, je crois qu'il venait encore, admettons, aux rencontres de direction, au comité de direction. Puis, à un moment donné, c'est ça, là, il y a une personnalité qui est quand même assez forte, il y a un charisme. C'était son équipe de direction aussi, quand même, qui était là, habituée de le suivre, lui. Fait que quand il était dans les rencontres, c'est sûr que les gens se tournaient plus vers lui. Donc, à un moment donné, là, ils ont convenu là, que peut-être ça serait mieux qu'il cesse de venir, juste au moins le temps que mon frère installe son leadership. Fait que ça, je crois que ça a donné quand même un bon coup de pouce. Puis, tu sais, mon père a eu quand même la sagesse et la bonté de le comprendre puis de ne pas le prendre personnel, tu sais, parce que c'est mon frère qui avait plus approché la question, de dire, écoute, quand tu viens, moi, j'ai de la misère à m'installer, tout ça. Puis mon père a quand même bien compris ça, puis il n'a pas pris personnel du tout. Même, il a dit, là, je vois que tu es prêt à reprendre. Tu sais, tu as eu la force de me dire ça, je vois que tu es prêt encore plus que je pensais à reprendre l'entreprise. Fait que... Ah, c'est bon. C'est sûr, des fois, il faut un peu de temps pour pouvoir faire sa marque. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, on appelle plutôt les relayeurs plus que les cédants, parce qu'on veut quand même les garder dans l'entreprise, mais plus à titre un peu de conseiller, comme de mentor, à qui on pourrait exposer des problèmes qu'on a quand, je sais pas, il y a des choses qui arrivent et qu'on a besoin d'une certaine sagesse ou de l'expérience. Souvent, on peut aller les rechercher à ce moment-là. Donc, ça, c'est bien fait. On peut voir dans ton entreprise également. Ça a été... Bon. Puis ce qui est bien, c'est que ton frère a eu la confiance d'énoncer le malaise peut-être qu'il y avait quand ton père était encore là. Puis je pense que comme dans ces périodes-là de transition, la communication est tellement importante. Puis c'est pas toujours facile de les adresser, mais on voit quand on réussit justement à s'assurer d'avoir la vision commune de OK, c'est quoi mon rôle à ce moment-là versus toi, c'est quoi ton rôle? Puis d'énoncer, le fait que tu sois là, ça m'empêche un peu de jouer le rôle que je devrais jouer en ce moment. On est capable de se réaligner. Puis c'est pas la première fois que je l'entends, l'espèce de période que le relayeur dit OK, là, je me déconnecte complètement pour que là, tu puisses prendre ta place. Mais après ça, je vais peut-être revenir, mais au moins la transition va pouvoir s'être faite de manière plus claire. Puis après ça, cette personne-là va pouvoir jouer le rôle réel qu'il veut jouer, qui est vraiment plus un rôle de conseiller stratégique ou de mentor auprès de la relève. Mais la relève va avoir eu le temps d'établir sa légitimité auprès de l'équipe. Ouais.
Je crois que ça fait une énorme différence, en fait. Puis, je crois que beaucoup de transferts qui se font mal, c'est peut-être que le cédant a un peu de difficulté à laisser aller. Là. Mais en tout cas. Non, mais c'est un bon point parce que si on le prend du côté positif, moi, ce que j'aime dire, c'est souvent les transferts qui ont bien été, c'est que le relayeur a réussi à bien préparer le transfert. Tu sais, souvent, on met beaucoup le spotlight sur le repreneur, mais les transferts qu'on s'élève, c'est souvent parce que le relayeur a fait un gros cheminement de préparation puis d'accompagnement de sa relève pour s'assurer qu'elle soit bien en selle, autant en termes d'avoir les bonnes compétences puis d'avoir grandi convenablement dans l'entreprise que justement avoir eu la capacité de OK, bien là, je laisse aller le bateau puis je permets à ma relève de faire son petit bout de chemin en restant pas trop loin. C'est un peu comme un tuteur, là, quand tu plantes une nouvelle plante, des fois, ça te prend juste un petit bout de bâton, un petit bout de bois qui va faire en sorte qu'on guide un petit peu. Mais je pense qu'en effet, la façon qu'il l'a fait, ça fait en sorte que ça a été la façon de faire qui répondait aux besoins de ton frère et à son besoin à ce moment-là. Exactement. Puis, je crois que son idée était claire aussi. Tu sais, il n'était pas oscillant. Ah, ben là, si certains viennent, il y aura peut-être ça et tout ça. Pour lui, c'était clair. Si tu viens dans l'entreprise, tu as les parts de l'entreprise. Puis, si tu reviens pas, dans le fond, ben oui, tu as une partie monétaire et tout ça, mais tu n'as pas les parts de l'entreprise. Fait que tu gères pas, mettons, de ton fauteuil chez toi ou, tu sais, comme où tu as des parts dans l'entreprise, puis finalement, t'es pas impliqué dans l'entreprise. Donc, chacun sa vision, mais pour lui, ça, c'était clair. Fait que ça a fait qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Il a pas comme laissé choisissez entre vous et tout ça. C'était clair pour lui. Fait que c'est take it or leave it. Là. Fait que il y avait ça aussi, je crois, qui nous a aidé à dire, OK, ben, gars, prends la décision que tu veux. Mais lui, il avait établi la façon qu'il voulait que ça fonctionne. C'était les fameuses règles du jeu. Souvent, quand tu démarres, c'est le fun d'avoir clarifié les règles du jeu parce que là, justement, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Puis, il y a des familles pour qui c'est pas une règle pour être propriétaire de travailler dans l'entreprise, alors que pour d'autres, ce l'est, mais au moins, ça a été établi dès le départ que si tu veux être propriétaire de Simplex, il faut que tu travailles dans l'entreprise. Puis après ça, si tu travailles pas dans l'entreprise, tu vas avoir accès à d'autres éléments du patrimoine familial, parce que le patrimoine familial, c'est pas juste l'entreprise. Mais je pense que c'est sage de justement l'avoir établi dès le départ. Peut-être que ça vient de son expérience aussi, parce qu'il l'avait vécu, lui, à titre de repreneur. Peut-être qu'il a pris des choses qui s'étaient bien passées, peut-être des choses qui s'étaient peut-être moins bien passées, qu'il a retravaillé pour qu'après ça, quand il a eu le temps de transférer à ses enfants, il y avait peut-être une idée un peu plus claire qu'une personne qui est peut-être à son premier transfert. Oui, c'est ça. C'est sûr, lui, l'ayant vécu, il savait qu'est-ce qu'il avait aimé. Puis, ça a toujours été... tu sais, là, pourquoi, mettons, il y a juste moi et mon frère qui sommes dans l'entreprise, c'est que ça a toujours été repris par une seule personne. Fait que ça évite, admettons, un arbre généalogique qui s'étend trop. Puis, il n'y a rien de mal à un arbre généalogique qui s'étend, là, puis tu as des cousins à droite à gauche, mais nous, c'était pas la vision là, que les différentes générations ont eue. Puis, c'est ça a continué à être comme ça. Fait que de dire, on rachète les parts rendues à chaque génération pour éviter là, trop de monde, peut-être, qui se connaissent pas puis qui essaient de gérer ensemble, qui se connaissent peu. Fait que ça a été un peu ça, la vision tout au long. Là, Puis ça, est-ce que c'est documenté quelque part ou ça se fait de manière très, très organique? Oui, organique. Ouais. Non, c'est pas documenté. Je pose la question. Non, c'est ça. Ouais. Non, c'est beaucoup de bouche à oreille. Bref, non, c'est ça. C'est pas des choses qui sont documentées pour le moment. Mais c'est la preuve qu'il y a d'une certaine façon, ça peut fonctionner. T'sais, des fois, les bonnes pratiques, c'est de formaliser puis de mettre sur papier, etc. Je pense qu'il y a je suis certaine qu'il doit y avoir une certaine forme de documentation qui vous fait naviguer à travers tout ça, mais aussi de pouvoir prendre en charge son propre processus. Dire, en tant que famille, on est capable de s'organiser, puis on l'a vécu par le passé, on a une formule qui fonctionne. T'sais, ça peut être aussi une façon de faire. Là, on n'est pas obligé de toujours mécaniser, mais c'est important des fois de juste réaliser que, OK, peut-être que là, sur cet angle-ci, on a besoin d'un coup de main, fait qu'on va chercher de l'expertise externe, puis ça, vous le faites quand même là, au niveau, par exemple, de la planification stratégique ou de d'autres projets là, que vous pouvez avoir à l'intérieur de l'entreprise. Assurément, oui. Et ce que je trouve vraiment bon dans ton histoire, c'est que du coup, tu as vraiment eu ton carré de sable pour vraiment jouer
et laisser un peu ta marque, si on veut, quelque part dans l'entreprise. C'est comme tu disais, tu es arrivée en tant que conseillère RH, puis tu as fait plein de petits projets jusqu'à devenir directrice adjointe quand même. Donc, c'est vraiment le fun. Et je me demandais pourquoi il était important pour toi d'intégrer ou d'amener vraiment cette vision plus sociale ou aussi le développement durable dans les opérations? C'est un petit peu comme je le disais tantôt. Je crois que pour moi, c'était comme dans mon ADN. Si on veut, c'était des choses que je recherchais dans une entreprise. Puis, à un moment donné, je me suis dit, si je le veux, j'ai juste à le faire. Donc, il y a comme ce côté-là, dans le fond, que c'est ça qui faisait partie de moi. C'était des choses qui m'intéressaient, que je recherchais. Puis, c'est ça, j'ai vu l'opportunité de pouvoir l'apporter. L'apporter chez Simplex. Fait que j'ai sauté à pieds joints sur l'opportunité. Et si on rentre un peu plus concrètement, qu'est-ce que du coup tu as amené? Quels sont été les changements que tu as faits? Ouais, c'est ça, OK. Au niveau du développement durable, ça a vraiment été de l'organiser, dans le fond. Fait que, oui, comme je le disais un peu au début, les valeurs de développement durable, de respect des humains, respect de la planète étaient là. Mais plus tu grandis, plus c'est difficile aussi de maintenir des valeurs chez 500 personnes. Fait que d'avoir comme un plan, de le concrétiser, puis de dire, OK, ça, c'est des objectifs qu'on veut atteindre, puis que tout le monde se rallie à ça, puis puisse voir c'est quoi les points d'améliorer, puis que chacun puisse y participer aussi. C'est plus ça, admettons, au niveau de développement durable que j'ai amené. Sinon, je parlais côté social aussi, la vie sociale, juste ramener un comité social, de dire c'est important qu'il y ait des activités, qu'il y ait été un côté d'appartenance. Il y avait l'idée aussi de l'intégration, de dire, OK, justement, quand les gens rentrent, c'est important qu'ils sachent où ils arrivent. Sinon, tu n'as pas d'attachement à l'entreprise. Fait que c'est des petites choses comme ça. C'est pas moi qui les ai réalisées tous seuls. En fait, il n'y a rien que j'ai réalisé seul. C'était avec des équipes, puis les gens étaient au courant de ça, mais je crois qu'il y avait peut-être une voix supplémentaire au comité de direction qui était la mienne, de dire c'est important. Pour nous, c'est important, puis c'est pas juste quelque chose de c'est le fun quand ça va bien, on a les budgets pour ça. Non, c'est essentiel à l'entreprise, puis ça fait partie des raisons pourquoi ça fonctionne aussi, l'entreprise. Fait que je crois qu'il y avait ça aussi. En tout cas, moi, c'est ça qui me guide aussi, c'est de dire, regarde, c'est pas on essaie de vendre à tout prix, puis si on a le temps, on prend soin de nos employés. Là, on prend soin de nos employés, puis ça va nous aider si on veut à faire des profits, à faire rayonner, à servir les clients et tout ça. Au niveau de la structure, tantôt tu disais, ton frère plus au niveau de la direction générale. Toi, tu prends en charge des projets stratégiques qui font entre autres partie de la direction des ressources humaines. Mais comment vous arrimez justement stratégiquement au niveau de la vision, au niveau de vers où vous en allez? Est-ce que vous avez des moments où vous rencontrez de manière régulière? Ou est-ce que même... Parce que ton père a pris de la distance, mais là, je serais curieuse qu'il s'intègre. Comment il reçoit ces nouvelles idées-là qui sortent peut-être un peu plus d'un type de gestion plus traditionnelle qu'on avait à l'époque, plus tendance à voir? Au niveau de la question comment on s'arrime, moi et lui, moi et Euclide, on n'a pas rien non plus, on n'avait rien organisé plus qu'il faut, mais oui, je crois que, admettons, on va faire beaucoup de reporting aussi de façon organisée. On s'appelait tous les jours. Puis je dis on s'appelait juste parce que là, je suis en congé de maternité, donc je parle comme si c'était au passé. Mais pour se donner des nouvelles de qu'est-ce qui se passe là, puis comment on voit les choses, je crois qu'on a beaucoup de respect et d'écoute. Fait que dans le fond, c'est pas comme « Ah, gars, moi, je vais avec mon affaire, puis que tu sois content ou pas, tant pis pour toi. » Là, je crois qu'on s'écoute beaucoup. Puis, s'il amène un point, je crois qu'il y a une raison pourquoi il l'amène. Puis si moi, je crois que mon point en vaut la peine, je crois que lui va l'écouter puis voir OK, pourquoi on s'amène là. Puis des fois... tu te rends compte, OK, non, effectivement, c'est pas là, il avait raison ou elle avait raison, etc. Fait qu'on va beaucoup fonctionner comme ça, là, de dire, OK, OK, ça, c'est important pour lui, puis on y va de cette façon-là. Puis après, au niveau de mon père, lui,
ouais, je sais pas, il est quand même bien fait pour ça. Là. Lui, il est super, super fier, super encourageant dans les projets qu'on fait. Puis, tu sais, justement, là, toutes ces choses-là, que ce soit développement durable, social, il m'en parlait hier. Il dit, c'est vraiment génial, là, ça, j'aime ça, moi, lire les 30 ans de, tu sais, admettons, un employé, ça fait 30 ans que, je sais pas, là, on envoyait un petit mot, là, rien de gros, mais il dit, c'est le fun, j'aime ça. Fait que, tu sais, pour lui, ça fait partie de ses valeurs aussi, fait que c'est rien de nouveau, c'est plus de quoi que, c'est ça, là, qu'on amène avec notre touche à nous. Puis, ouais, il est vraiment... c'est pas un détracteur. Ou s'il l'est, ben, c'est vraiment s'il l'est, c'est pour nous amener plus loin. Là, puis ça va être pas détracteur, là, mais c'est plus, des fois, s'il y a des choses qui trouvent pas bien, oui, il va nous le dire et tout ça, mais c'est pas sur le fond, tu sais, c'est plus sur quelque chose en surface, si on veut, qui dit, mais semble ça, justement, ça s'aligne pas avec le fond de qui on est ou de qui vous êtes, puis souvent, c'est vrai. Tu sais, on dit, ouais, c'est vrai, on était juste un peu trop occupés, puis on a dit, OK, on laisse passer ça, là, mais... Fait que excusez, je m'éloigne. Il semble avoir quand même confiance qui fait qu'il est capable de justement agir un peu à titre de guide. OK, ben je laisse les choses aller, puis je suis là justement des fois juste pour réaligner les choses, puis accompagner sa relève. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, puis... Oui, exact. Si on peut y parler de choses, puis il va être aussi animé que quand il était là. Ça reste qu'il adore ça. Il suit les statistiques tous les jours. Il va là, sur Power BI regarder, puis là, il va venir nous voir. Ouais, mais il me semble que telle affaire, tel outil, ça se loue pas. Là, pourquoi vous gardez ça? Fait que, il est quand même très impliqué, mais pas de façon dérangeante, selon moi. Et est-ce que, comme vous êtes déjà la 5e génération, je pense que vous avez envie que l'entreprise reste pérenne dans le temps. Est-ce que vous préparez peut-être déjà la 6e génération? Oui et non. Là, moi, ma future génération est arrivée il y a juste 5 mois. Là, fait que je l'ai pas préparé tant que ça. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, comme on parlait un peu tout à l'heure, mon père, quand lui qui a vécu de reprendre l'entreprise et de la céder, c'est sûr que tu vois aussi, tu regardes un peu, qu'est-ce que tu as aimé qui a été fait pour toi, puis comment. Il y a des choses qui ont été bien faites, mais tu dis, moi, je la ferais évoluer d'une autre façon. C'est une loi de la nature. Si tu t'adaptes pas, tu survis pas. Puis je crois que c'est ça qui a amené Simplex à vivre aussi autant de temps. Il y a eu évolution. Oui, il y avait un modèle gagnant, peut-être dans la location, là, qu'il y en a qui ont beau s'adapter si plus personne veut de ce que tu as. Mais c'est qu'il faut que tu t'adaptes aussi, justement, à qu'est-ce que ton époque a besoin et tout ça. En même temps, de ce que j'entends quand même, c'est que vous prenez des décisions d'affaires toujours axées sur OK, peut-être que je suis pas en train de planifier mon plan de transition étape 1, étape 2, etc. Mais quand même, de ce que je semble percevoir, puis là, tu peux me dire, oh non, Catherine, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais c'est que dans la façon que vous développez Simplex aujourd'hui, c'est quand même dans la perspective de laisser une entreprise en santé et performante à la prochaine génération pour pouvoir perpétuer la suite. Oui, c'est ça. Effectivement, 100%. Fait, c'est ça. On n'a pas un plan de genre à 18 ans, on leur lègue tant d'action ou quoi que ce soit. Là, c'est plus ça. Mais effectivement, dans toutes les décisions qu'on prend, c'est beaucoup sur du long terme. Fait que, de ne pas dire qu'on prend une décision court terme qui te fait des profits, mais qu'après tu dis, c'est pour vendre l'entreprise. Nous, on a une vision de la garder, de la pérennité, puis de la transmettre aux enfants qui seront intéressés. Donc, oui, ça influence quand même les affaires. Très typique des entreprises familiales. Oui, j'imagine, c'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui disaient... J'en suis le propriétaire, oui, mais je suis au-delà de ça. Je suis plus le gardien qui en prend soin jusqu'à temps qu'il y en ait un autre après moi. Cette notion-là de propriétaire est très différente de ce qu'on voit dans les entreprises privées classiques. Oui. Je réfléchissais exactement à ça juste avant de m'en venir. De ce rôle-là, ça va au-delà là, de ton propre ego, de ta propre personne. C'est que tu es responsable justement d'une entreprise puis tu veux la faire... fonctionner, elle. Fait que c'est ça, des fois, ça fait que tu vas au-delà aussi de juste moi, j'aimerais ça être... Dans X nombre de pays dans les 5 prochaines années. C'est ça, exactement. Là, ou avoir du succès dans la vie, c'est pas ton succès personnel, mettons.
Surtout aussi l'entreprise familiale, c'est aussi des fois le poumon économique de certaines régions qui font vivre aussi des autres familles qui en dépendent. Donc, c'est sûr. C'est ça. Effectivement, aussi, on a cette responsabilité-là aussi d'assurer un emploi, c'est pas rien. Oui, aujourd'hui, avec peut-être la pénurie de main-d'œuvre, on le voit moins, mais je veux dire, si tu permets à des familles d'avoir un loyer, un salaire, pas un loyer, mais un salaire qui fait payer leur loyer, bien, je crois que c'est important aussi, puis ça peut être de notre responsabilité de le garder. Et de ce fait, si tu avais un conseil, à partir de ton expérience, mais aussi de ce que tu as vécu dans l'entreprise familiale, à donner à toutes les familles en affaires qui nous écoutent aujourd'hui dans le podcast, quel serait-il? Bien, c'est sûr, c'est difficile à dire parce que chaque entreprise est différente, là, puis peut-être que moi, je me compare à... Chaque réalité familiale est différente, puis chaque réalité d'entreprise est différente, de taille différente, les relations sont différentes, mais admettons, selon mon expérience, moi, je dirais de bien apprendre à se connaître, tu sais, dans le fond, puis d'y aller avec ses forces, puis de pas dire « Ah, OK, ça, c'est un poste que j'aime, qu'il faudrait que j'aille, admettons. » Ou « Ah, ça, c'est le profil type pour reprendre l'entreprise, puis moi, je ne l'ai pas, fait que j'ai pas ma place ici. » Je crois que d'apprendre à se connaître, de dire « Ben, gars, ça, c'est mes forces, ça, c'est qu'est-ce que je peux apporter. » Puis c'est sûr, ça, tu peux les développer, puis aller chercher d'autres compétences au courant de ta vie là, pour t'améliorer, là, pas juste dire ben là, moi, je fais ça, puis that's it. Mais on n'a pas toutes les mêmes forces, puis je crois que des fois, qu'est-ce qui fait peut-être que certaines entreprises ne se passent pas d'une génération à l'autre, c'est peut-être ce côté-là aussi. Tu te dis, ah ben, c'est pas pour moi, ou OK, j'ai pas les forces, mais tu peux t'entourer de gens qui ont d'autres forces aussi, peu importe la grandeur de ton entreprise. C'est de dire, regarde, ça, c'est les miennes. Comme tu disais, j'ai l'envie d'amener mon entreprise à être pérenne. Fait que pour ça, je veux m'impliquer, mais selon les forces que j'ai. Fait que je crois que de bien se connaître, bon, vous allez me dire, c'est l'histoire d'une vie, là, se connaître, mais quand même, tu sais, d'apprendre à dire, regarde, ça, c'est dans quoi je suis forte, ça, c'est dans quoi je peux travailler, puis le reste, d'aller le chercher, puis c'est ça, d'avoir un complément pour les forces que tu n'as pas. Pour moi, c'est quelque chose qui serait peut-être un conseil à donner là, aux futurs repreneurs, là, plutôt. Merci, c'est un bon conseil de ramener ça à soi, parce que souvent, on parle dans l'entreprise familiale, c'est l'entreprise de la famille. Il faut oublier que derrière la famille, il y a des individus qui ont des profils différents, qui ont des compétences différentes. Puis le repreneur n'est pas obligé d'être une copie conforme du relayeur, mais de bien se connaître, c'est un bon point de départ pour se lancer dans la démarche. Ben merci en tout cas pour ces mots inspirants, tes bons conseils, ta bonne humeur. Puis on espère pourquoi pas te revoir prochainement, en tout cas dans nos événements ou ailleurs, vu que tu fais partie du comité consultatif aussi de Famille en Affaires. Oui, parfait. Ben merci beaucoup à vous deux. Merci. Bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et amené des réflexions pour contribuer au succès de votre entreprise familiale. Famille en Affaires HEC Montréal, c'est avant tout une porte d'entrée pour les membres d'entreprises familiales qui vivent des enjeux et des défis. Nous sommes un peu comme le médecin généraliste des entreprises familiales, si l'on veut. Écrivez-nous à familleenaffaires@hec.ca ou appelez-nous au 514-340-1804 pour discuter librement et gratuitement de votre situation. Si vous êtes encore là, n'hésitez surtout pas à soutenir notre podcast en laissant un like et en le partageant aux familles en affaires autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous pouvez également retrouver tous nos outils et ressources sur notre site web familleenaffaires.hec.ca ou encore sur notre chaîne YouTube Famille en Affaires HEC Montréal. Pour suivre l'actualité des entreprises familiales québécoises et nos événements, vous pouvez nous suivre sur Facebook et LinkedIn @Famille en Affaires ou encore vous abonner à notre infolettre en visitant notre site web. Puisque vous êtes toujours là, sachez que nous avons une multitude de programmes afin d'aider les relayeurs et les repreneurs offerts en ligne et ou en présentiel.
Nous offrons le circuit sur la voie de la relève qui permet aux repreneurs potentiels de se positionner en tant que relève dans l'entreprise familiale et de trouver leur X dans l'entreprise familiale. Il y a aussi Puissance IF qui permet aux repreneurs de développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers la conception d'un projet innovant à impact au sein de l'entreprise dans l'objectif de pousser la relève à laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Dans le même esprit, nous avons aussi Puissance IF agricole, adapté aux entreprises familiales de ce secteur. Le concept est le même. Aider la relève agricole à développer leurs compétences en innovation, en stratégie et en leadership à travers un projet innovant et responsable qui va au-delà de l'agriculture conventionnelle pour laisser leur marque dans l'entreprise agricole et faciliter le transfert de l'entreprise. Bâtir ensemble est un programme conçu spécialement pour les duos repreneurs et relayeurs. L'objectif est d'apprendre à travailler en équipe dans un contexte multigénérationnel et d'établir un plan concret afin d'assurer un transfert fluide et harmonieux de l'entreprise familiale. Pour finir, nous avons des formations plus courtes, comme un atelier sur le conseil de famille. Restez à l'affût. Dans l'attente de vous rencontrer prochainement à l'un de nos événements au programme, nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et nous vous remercions encore une fois pour votre écoute. À bientôt!